Bien, mesdames, messieurs, à l'issue de cette visite au salon de l'élevage de Cournon, je tenais à m'adresser à vous concernant la situation des filières françaises. Je voudrais en passant lever un malentendu. J'entendais certaines voix se demander, du fait de l'actualité politique nationale très chargée, si j'allais maintenir ce déplacement. Comme si le piteux spectacle offert par les jeux partisans, qui a pris une intensité particulière depuis un mois, mettait sur pause les difficultés de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Alors, je vais vous répondre très clairement. Aucune politique et aucune actualité partisane ne passera jamais avant l'intérêt des Français. Et c'est même plus que cela en réalité, cette actualité politique d'une insondable médiocrité, parce qu'elle révèle sur l'état du pays, sur l'absence totale de vision des gouvernants, sur l'inversion de toutes les valeurs, rendait en réalité ma venue ici particulièrement indispensable. Car nous sommes ici à Cournon, parmi nos éleveurs, au cœur de la France que nous chérissons et à laquelle nous voulons rendre collectivement confiance et prospérité. Parce que nous sommes ici à Cournon, face aux difficultés de nos producteurs, au cœur de tous les renoncements en fait, qui ont fragilisé notre pays, et au milieu de ceux qui lui donnent chaque jour, par leur engagement, par leur travail, sa fierté et sa raison d'être. J'ai eu l'occasion de le dire aux agriculteurs, je ne viens pas défendre que les agriculteurs. Moi, je viens défendre l'ensemble des Français. Parce que quand l'agriculteur et l'agriculture va mal, c'est l'ensemble des Français qui vont mal. Alors nous sommes ici donc à Cournon obligés d'évoquer le fait que notre souveraineté agricole est plus fragile que jamais, avec une balance commerciale agricole qui pourrait être déficitaire cette année, y compris d'ailleurs en comptant les vins et les spiritueux, hein, ce qui serait quand même une première historique, ce qui prouve par ailleurs que ceux qui, par naïveté peut-être, hein, ou par excès d'optimisme, nous expliquaient que les accords de libre-échange allaient booster nos exportations, bon, en fait, ça a boosté nos importations. Et le résultat de la balance commerciale est aujourd'hui peut-être la réponse la plus criante à la multiplication de ces accords de libre-échange. Alors, voilà pourquoi je crois que jamais que le brouhaha de la politique parisienne, aussi grave d'ailleurs, soit la crise actuelle, et elle l'est, hein, indéniablement, viendra pas couvrir la voie de ceux que je me dois politiquement, moralement, de défendre et de protéger. La situation des filières est alarmante, vous les avez entendues. Hein, je ne suis là pour le coup sur le constat que leur porte-parole à cette heure de la journée. Les perspectives sont quand même extrêmement sombres. Le premier motif d'ailleurs d'inquiétude, c'est évidemment le projet de politique agricole commune présenté par la Commission. Je note que pour l'instant, c'est pas, je veux dire, dans le cadre des gravités, c'est pas encore un sujet extrêmement prégnant. Et pourtant, lorsqu'on l'évoque immédiatement, ils expriment leur inquiétude parce qu'elle va aggraver encore le sort de nos producteurs. Les autorités de Bruxelles viennent de présenter un projet de PAC dont le budget, c'est en même temps une nouveauté et ça m'apparaît un élément de forte inquiétude, qui serait de fusionner en fait au sein des fonds de cohésion le budget de la PAC. Donc là-dedans, il y aurait les pêcheurs, les agriculteurs, fonds de cohésion, l'outre-mer, puisque le POSEI disparaîtrait également. Et en plus, si vous voulez, de cette fusion, il serait diminué d'un quart. La France ne toucherait donc que 7 milliards d'euros par an contre 9 milliards actuellement. Alors d'abord, c'est inacceptable, première chose, d'autant que, je l'ai rappelé tout à l'heure, ça vient s'ajouter en réalité à une baisse de plus d'un tiers du budget de la PAC en euros constants entre 2007 et 2027. On a perdu 30% en euros constants dans les 20 dernières années et on va reprendre une baisse de 25%. Et je parle de ça, c'est sans le projet d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui par un effet absolument mécanique amputerait encore de manière très importante la PAC qui a vocation
qui a vocation à toucher nos filières agricoles. Donc, en fait, la politique agricole commune, elle est en train de devenir une variable d'ajustement au sein même du budget européen, alors qu'elle était, je le rappelle, censée être une composante essentielle. Par un phénomène assez étrange, la Commission semble se délester, en fait, des responsabilités qui lui ont été accordées par les traités pour s'attribuer des compétences que personne ne leur a jamais données. Genre la défense, par exemple. Donc, elle est sûrement trop occupée, hein, je pense, la Commission, à se mêler des questions qui donc échappent à ses compétences. Je vous ai parlé de la défense, mais aussi la politique étrangère. Ça les passionne. L'aide publique au développement, ça les passionne aussi. Donc, en réalité, tout ce qui ne les regarde pas les passionne. Et tout ce dont ils ont la charge, ils semblent totalement s'en désintéresser. Ben, nous n'acceptons pas ça, nos agriculteurs, je crois, non plus, et le peuple français, encore moins. Alors, nous ne laisserons pas Bruxelles engager à nouveau des centaines de milliards de dépenses toxiques, injustifiées et, j'ose le terme, illégales, parce que, je suis désolé, mais les dépenses qui sont faites sur la base d'une violation des traités, bah, c'est illégal. Alors, je sais que personne n'ose le dire, mais on va encore être désagréable et dire les choses. Moi, je ne suis pas surprise par cette évolution, hein, entre nous, hein, puisqu'elle est évidemment en parfaite cohérence avec le sacrifice systématique de nos agriculteurs lors de la conclusion d'accords de libre-échange par la Commission. L'agriculture était la variable d'ajustement. Maintenant, c'est le budget de la PAC qui devient une variable d'ajustement. À chaque fois, d'ailleurs, c'est le même phénomène. À partir du moment où l'objectif de la Commission est de sauver la filière automobile allemande, eh ben, en général, la conséquence, c'est qu'on sacrifie l'agriculture française. Je l'ai rappelé dans mes échanges avec les agriculteurs. En fait, nous, on n'a aucun problème avec les États-Unis hein, en matière de balance commerciale. Tout ça a été extrêmement équilibré. Donc là, les décisions qui ont été prises sur les droits de douane américains par la Commission, parce que la Commission a accepté d'une manière incompréhensible pour tout un chacun, eh bien, c'est 15%. Nous n'aurions pas eu à les subir si nous avions eu la maîtrise de notre politique commerciale en matière agricole. Et là, bah, nous payons, encore une fois, bon, d'abord le dumping fiscal de l'Irlande et en réalité la capacité pour l'Allemagne de continuer à exporter ses voitures. Ça se passe toujours de la même manière, hein, par ailleurs. C'est pareil pour le Mercosur, c'est pareil dans l'intégralité des domaines. Alors, tout ça fragilise évidemment terriblement notre agriculture, d'autant que les motifs d'inquiétude se multiplient. En fait, au-delà de tout ce que nous connaissons déjà, hein, ce qui existe déjà et dont nous parlons régulièrement année après année, quand on se voit au salon de l'agriculture, etc. Mais là, on s'aperçoit que la Commission européenne, en réalité, elle décuple, et elle a décuplé au cours des dernières années, elle a alimenté, elle a encouragé la concurrence internationale déloyale dont sont victimes les producteurs français. Et le premier nom de cette forfaiture, c'est tout de même le Mercosur. Je suis heureuse de voir se multiplier les badges contre le Mercosur. Vous connaissez notre opposition dès le départ à cet accord de libre-échange. Et je rappelle quand même que malgré l'opposition de la représentation nationale à ce projet d'accord... Bon, Marine Le Pen qui évoque la politique agricole commune depuis le salon de l'élevage en Auvergne. On va continuer évidemment à suivre ce que dit la patronne du groupe RN à l'Assemblée nationale. On va refaire le point sur tout ce qui a été dit depuis ce matin du côté du Rassemblement national. Pas trop de surprises, mais tout de même un message très clair, Amandine Atalaya. Le RN censurera tout. C'est son mot, c'est ce qu'elle a dit depuis ce matin. Hein. Le RN censurera tout, fini pour la récréation, y compris s'il y a une suspension de la réforme des retraites. Oui, changement de stratégie pour Marine Le Pen, qui jusqu'à ce dernier Premier ministre disait qu'elle attendait les discours de politique générale pour trancher. Là, Marine Le Pen dit, je reprends ses mots, que la blague a assez duré et que désormais, quelle que soit la solution, Premier ministre du centre droit, du centre gauche, de gauche, elle censure. C'est
au moins assez simple à comprendre pour son électorat qui, de toute façon, souhaite maintenant tourner la page et qui souhaite majoritairement la démission du président de la République. On sait que les troupes de Marine Le Pen se préparent d'ores et déjà. On va la Ils réécouter. disent aux agriculteurs, on est contre le Mercosur. Regardez comment on a lutté contre le Mercosur. À Paris, ils font des grands discours contre le Mercosur. Et puis en réalité, ils donnent l'aval à Von der Leyen pour aller signer le Mercosur. Que tout ça ne se fait pas, évidemment, sans l'accord de la France. Il faut être très naïf pour penser l'inverse. Ben, ça, c'est pire qu'une déloyauté. Je veux dire, c'est une trahison. C'est une trahison parce que, comme je l'ai expliqué aux agriculteurs, du coup, le jour où on arrive au vote, les agriculteurs, ils sont confiants. Ils ont des responsables politiques qui sont venus pour leur dire « Non, mais on va s'opposer de toutes nos forces au Mercosur. On leur a dit non, c'est non, etc. etc. » Et puis, au dernier moment, quand c'est signé, eh bien, ils n'ont plus la capacité de réagir. Ils croyaient que leurs représentants partageaient leur opposition au Mercosur. Et après, on dit, ah bah oui, mais c'est trop tard. Bon. Bah, cette situation-là, je trouve qu'elle pose le problème de la morale, en fait. Voilà, la morale. On a le droit, encore une fois, d'être pour le Mercosur, mais on n'a pas le droit de faire croire qu'on est contre, pour en réalité participer à faciliter son adoption. Alors bientôt, ça va être un accord avec la Chine, dans lequel donc la Commission prévoit, là encore bien sûr, de bafouer les intérêts de nos agriculteurs, en incluant les filières porcines et laitières. Donc voilà pourquoi je pense qu'il était quand même extrêmement important que je sois présente à Cournon, parce que je pense que c'est une question de responsabilité politique, et c'est le sens de mon engagement pour les Français. C'est vrai que nos producteurs sonnent l'alarme depuis des années. Ils le font l'essentiel du temps pacifiquement et respectueusement. Depuis des années, ils n'obtiennent de la part des gouvernements successifs que de minables rustines. Donc on met en place les conditions de l'effondrement de telle ou telle filière et après on arrive la bouche en cœur en disant non mais on va vous indemniser. Avec l'argent qu'ils fabriquent dans la cave de l'Élysée, je suppose. Non, en réalité, ils indemnisent avec l'argent des contribuables les conséquences de leurs propres décisions politiques ineptes. Ça ne peut pas durer indéfiniment. D'abord, c'est un gigantesque mépris pour les agriculteurs, mais de surcroît, c'est une dépense qui s'ajoute à toutes les autres et qui, du coup, participe à la situation budgétaire dans laquelle on est. En fait, ce sont des antidouleurs, mais à un moment donné, les antidouleurs, ça ne fonctionne plus. Alors moi, je voudrais juste poser une question. Voilà. Quel pouvoir politique ose regarder en face à Paris, ceux qui prétendent représenter, alors qu'il n'a de cesse, dans le silence des couloirs de Bruxelles, de les trahir? Voilà. J'aimerais bien qu'un certain nombre de responsables politiques soient mis face à ce double discours. Quel dirigeant politique, alors que notre contribution nette à l'Union européenne dépasse 10 milliards d'euros, est incapable d'utiliser ce pouvoir financier comme levier de négociation pour défendre nos agriculteurs? En réalité, quand vous discutez avec les autres délégations étrangères européennes au Parlement européen, ils vous disent mais c'est pas que la France se défend mal, c'est qu'elle se défend pas. Elle ne réclame jamais rien, elle n'exige jamais rien, elle ne dit jamais non. Bon, voilà, moi je viens de dire qu'il est temps de mettre un terme à cette situation en assumant un rapport de force clair et net avec la Commission européenne. Dès que vous proposez quelque chose, on vous dit c'est pas possible, comme ça évite la conversation, ça évite les arguments, et quand on dit c'est pas possible, on a toujours raison. On s'aperçoit au fur et à mesure du temps qu'en réalité il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Même suspendre la réforme des retraites, dis donc, vous vous rendez compte? Incroyable. Donc nous irons nous défendre l'exception agriculturelle. L'exception agriculturelle, c'est le concept suivant, c'est que l'agriculture n'est pas un bien comme les autres et que par conséquent, il ne peut pas faire l'objet d'accords de libre-échange. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'échange pas. Donc vous voyez, je vous connais tellement bien que maintenant j'anticipe en fait les caricatures qui pourraient être faites. C'est pas qu'on n'échange pas, c'est qu'on va échanger sur l'agriculture parce que c'est l'agriculture en fait de pays à pays. Voilà, on vous vend du porc, on veut bien vous vendre tant de tonnes de porc, et puis vous achetez tant de... Ouais, on fait ce qu'on faisait, parce que sinon, l'apathie, enfin l'inaction,
telle que nous la vivons, a poussé une filière qui est une filière d'excellence dans une situation budgétaire, financière qui est catastrophique. Le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas que la PAC. Je veux dire qu'on accumule les soucis. Il n'y a pas que le Mercosur. Il y a également le fait que depuis 2022, l'Union européenne, la Commission, a libéralisé les importations de produits agricoles ukrainiens, ce qui évidemment a aggravé la concurrence déloyale que subissent nos producteurs, mais pas seulement, ce qui met en cause, parce que les normes ne sont pas les mêmes, la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Les volumes quand même de sucre importés en Europe depuis l'Ukraine ont été multipliés par 20, pour le blé par 6 et pour les volailles par près de 3. J'ai envie de dire c'est que le début d'ailleurs, parce que on voit bien que ce qui nous avait été présenté, toujours la même technique, comme étant quelque chose de transitoire, etc., va devenir définitif. C'est comme la contribution exceptionnelle au revenu, là, ça fait 13 ans que ça dure, alors que ça devait durer 1 an. C'est comme la CSG qui devait rester à 1% et qui est maintenant à 9%. Enfin, on connaît maintenant toutes ces techniques-là, on peut en réalité les anticiper. Cette décision-là, je vais vous dire, elle est d'autant moins admissible que aider l'Ukraine partait d'un bon sentiment. Si, encore une fois, on s'était adressé à des centaines ou des milliers d'exploitants qui pouvaient potentiellement en tirer un bénéfice pour continuer à faire tourner en partie l'économie du pays en guerre, on aurait pu le comprendre, même si les conséquences sont quand même lourdes et qu'il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais là, c'est un type, un oligarque, qui en réalité engrange l'intégralité des bénéfices de cet accord. Qui s'en sert d'ailleurs de ces bénéfices pour aller investir dans des élevages en Espagne, etc. C'est-à-dire créer des conditions de la future concurrence. Donc on a financé la future concurrence intra-européenne que nous subirons demain pour enrichir un type. Donc, évidemment, quand Bruxelles nous annonce qu'elle veut pérenniser ça dans le traité d'association qui nous lie à l'Ukraine, pour nous, c'est non, c'est inacceptable. Et donc, nous nous battrons, évidemment, contre ça. D'ailleurs, que nos agriculteurs soient étranglés par des produits venus d'Ukraine ou d'ailleurs, ça ne change rien à leur situation. Et quand ils sont étranglés, ils sont étranglés. Alors, on rajoute une petite couche, un peu la cerise sur le gâteau. C'est évidemment la surtransposition systématique des directives européennes qui assomment de normes, de paperasse, de contrôles humiliants, ceux qui nourrissent les Français. Ça aussi, ça doit cesser. Les producteurs doivent être défendus. Nous le ferons et ça fera évidemment l'objet d'une partie importante de la campagne législative qui ne va pas manquer de s'ouvrir. Il n'y a pas de nouvelles, là, non? Non, pas encore. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu le tour de cette visite. Moi, je note qu'il y a encore quelques années, on avait... moi, je défendais des positions qui n'étaient pas partagées par un certain nombre de syndicats, clairement, et qui, aujourd'hui, eh bien, se sont quand même considérablement rapprochées des positions que nous avions exprimées à l'époque. Avoir raison trop tôt, dit-on, est une autre manière d'avoir tort. Bon, mais encore une fois, les décisions politiques mauvaises entraînent des mauvaises conséquences, ce qui nous permet d'être optimistes, puisque des décisions politiques bonnes peuvent entraîner des bonnes conséquences. Bien, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Madame Le Pen, une réaction sur le contexte politique. Emmanuel Macron envisage de nommer une nouvelle fois ce soir Sébastien Lecornu. Quelle est votre réaction là-dessus? Je suis assez insensible aux comiques de répétition. Que vous dire? C'est la fin de la blague, quoi. Sébastien Lecornu a démissionné.
et il est renommé. Il aurait été censuré. Et le président de la République ferait un acte d'autorité, en quelque sorte, en disant « J'ai choisi mon Premier ministre, je veux que ce soit lui. Vous l'avez censuré, vous avez censuré le gouvernement, je le renomme. » Mais alors là, entre les démissionnaires qui démissionnent, Jean Le Maire, peut-être Taillot d'ailleurs, les démissionnaires qui démissionnent et les démissionnaires dont on a accepté la démission, parce qu'on a oublié un épisode, hein, et qui sont renommés, je pense que tout ça n'est pas sérieux. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une partie de la classe politique aujourd'hui se révèle telle qu'en elle-même, ce qu'elle arrive parfois à cacher à l'opinion publique, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à se couper un membre pour conserver leur place, pour conserver leur mandat, et des gens qui en réalité crèvent de peur de l'élection. Ce qui, quand on fait de la politique, est quand même assez problématique. Voilà. Ils crèvent de peur de retourner devant les électeurs. Ben, quand on est un élu et qu'on a peur de retourner devant les électeurs, il faut arrêter d'être élu. Il faut faire autre chose. Parce que le spectacle qui est donné est désespérant. Et il est désespérant au regard de notre fonctionnement démocratique, d'ailleurs. Je veux dire, les élus devraient être les premiers à espérer, en réalité, pouvoir retourner devant les électeurs. Eux, ils ne veulent pas. Ils ont peur. Et d'ailleurs, M. Valls, qui est un peu sorti de, comment dire, du cercle, il a peut-être plus d'ambition. Enfin, il en a eu beaucoup, hein, donc on a eu du mal à le suivre. Enfin, tour d'Europe avec lui, mais je pense qu'il n'a plus d'ambition présidentielle. Donc il dit la vérité, parce qu'en général, quand ils sont arrivés au bout de leur carrière, ils disent la vérité. Il l'a dit. Il dit en réalité, il ne faut pas faire d'élection parce que le Rassemblement national risque de gagner. Bon, bah écoutez, si ça choque personne, c'est que nous n'avons pas la même vision de la démocratie. Je veux dire. Mais cette dissolution, je le crois, est incontournable. Donc ils manœuvreront, ils mettront un tel, un truc, le ministre de l'Agriculture deviendra ministre de la Culture, celui de la Culture passera à Bercy, on ira chercher des vieilles gloires, machin. Bon, ils feront sûrement tout ça, mais ça ne tiendra pas. Voilà, ça ne tiendra pas parce que le désaveu et la fracture est telle qu'aujourd'hui, il n'y a que l'arbitrage du peuple français qui peut permettre à la France de retrouver une direction politique. Donc vous allez censurer n'importe quel gouvernement, vous allez censurer n'importe quel Premier ministre, jusqu'à ce que ce soit un Premier ministre issu du Rassemblement national. C'est-à-dire que même un Premier ministre LR, vous censurez? Alors non, mais pas du tout. Je me suis très mal exprimé, vous n'avez pas compris mon propos. Vous avez dit ce matin je censurerai tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution. Il n'y a aucun scénario aujourd'hui, Mme Le Pen, dans lequel vous ne censurez pas le prochain gouvernement. Aucun. Ben non, aucun. Parce que je considère que chaque nouveau gouvernement est une manière de contourner la volonté populaire. Voilà. Est un moyen de contourner l'expression du peuple souverain. Donc non seulement il ne se contente plus aujourd'hui de contester les choix du peuple souverain, de forcer la main, comme ils l'ont fait entre les deux tours de l'élection législative dernière, mais maintenant, carrément, ils veulent empêcher le peuple souverain de pouvoir voter. Bon, ils n'ont qu'à supprimer les élections, ça ira plus vite, hein, entre nous. Hein. Vous appelez aux urnes, et si il y en a beaucoup qui disent que la dissolution ne servira à rien, on se retrouve exactement dans la même situation. Mais ils n'en savent strictement rien. Mais si on se retrouve dans la même situation, s'il y a une dissolution, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sera dans la même situation qu'on était jusqu'à présent. Voilà. Et il faudra attendre l'élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'il faut se morfondre dans l'instabilité politique C'est-à-dire Ben non, parce qu'il n'y aura plus de possibilité de dissolution. Donc ça ne servira pas à grand-chose de changer les gens, là, pour le coup, vous voyez. Bon. Non, mais parce que si vous dites, il y a un autre moyen, hein, au-delà de supprimer les élections, c'est de dire aux Français, si vous ne votez pas comme je vous dis de voter, eh ben, à ce moment-là, vous êtes des mauvais électeurs. Et ils votent comme ils veulent. Et nous, on est extrêmement zen face à ça. Je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, de deux choses l'une. Soit les Français nous veulent, ils votent pour nous, on est prêts. Et on enverra Jordan Bardella à Matignon, qui constituera un gouvernement de cohabitation.
Soit les Français veulent pas de nous, et nous n'avons pas la capacité d'obtenir une majorité ou de constituer ou de créer ou d'aller chercher une majorité absolue. Et nous sommes républicains. Nous respecterons les règles de l'Assemblée nationale comme nous le faisons depuis des décennies et des décennies. Hier, Jordan Bardella tendait la main aux Républicains. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'était un tout petit peu plus subtil que cela. Donc oui, d'abord je suis d'accord évidemment avec Jordan. J'ai d'ailleurs exprimé exactement la même position dans l'émission de Darius Rochebin sur LCI, quelques jours avant. C'est-à-dire que la question qu'on nous pose, c'est et si vous n'avez pas de majorité absolue? Il y a deux choses une. Soit on n'a pas de majorité absolue, on en est très loin. Et bon, ben voilà. Hein. À ce moment-là, Jordan Bardella, de la même manière qu'il l'a fait la dernière fois, qu'il l'a dit la dernière fois, n'accepterait pas d'aller à Matignon. Soit nous n'avons pas de majorité absolue, mais nous avons la capacité de pouvoir trouver au sein des personnes qui sont élues à l'Assemblée nationale, des gens qui pourraient soutenir sur des éléments qui sont pour nous évidemment des éléments importants, voire essentiels. Et à ce moment-là, eh bien, on constituera cette majorité. Et il peut y avoir, il y a des chances pour qu'il y ait un certain nombre de ces élus qui viennent de LR. Mais je vous rappelle que dans son propos, qui a été entendu de manière rapide par certains journalistes, il dit bien, il ne s'agit pas d'obtenir l'aval des LR macronisés. Et il parlait de M. Retailleau. Il cite son nom d'ailleurs. Hein. Bon. Voilà, donc il y a incontestablement des LR qui sont totalement macronisés, qui sont prêts à tout pour pouvoir rester au gouvernement, pour ne rien y faire d'ailleurs. Les derniers chiffres de l'INSEE sur l'immigration sont d'une cruauté absolue à l'égard de Bruno Retailleau, hein, quand même. Et puis, il y a ceux qui sont prêts, je crois, pas seulement d'ailleurs peut-être chez LR, peut-être dans d'autres formations politiques, de dire banco. Donc, voilà, l'ensemble du parti n'est pas un allié pour vous? Pardon? L'ensemble du parti n'est pas un allié pour vous? L'ensemble du parti... Et les Républicains? Ben non. Ben non, mais évidemment que non. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Il y a des LR qui se sentent beaucoup plus à l'aise avec Emmanuel Macron qu'avec nous, qui partagent beaucoup plus d'options d'Emmanuel Macron que des nôtres. Donc ceux-là, on les laisse à Emmanuel Macron. Hein. Voilà. La question qui a été posée à Jordan Bardella hier, c'était celle d'un accord de gouvernement avec les Républicains, à la question à laquelle il a répondu oui, bien sûr, des contacts existent, et je serai prêt à passer un accord de gouvernement sur quelques thèmes essentiels. Donc je répète, il a dit, bien, cet accord, nous ne pourrons évidemment pas le faire avec les LR macronisés. On peut faire un pari, hein. Oui, parce que j'ai regardé l'émission, donc voilà. Donc c'est tout. Maintenant, encore une fois, rien ne dit, et vous l'avez vu hein, d'ailleurs dans la journée, qu'il n'y a pas sur ce sujet précis des divergences au sein de ce mouvement. Il y a ceux qui disent jamais d'accord avec le Rassemblement national, et puis il y a ceux qui disent bon écoutez, là à un moment donné, on est dans une situation où honnêtement on se sent plus près du Rassemblement national que du Parti socialiste ou de Macron. C'est-à-dire que pour vous, le refus d'une alliance vient plutôt de LR que de vous? Il nous a jamais posé la question, notez, on n'a jamais eu à lui répondre. Hein. Moi, j'ai jamais vu M. Retailleau venir nous poser la question de savoir si on voulait faire une alliance avec lui. Hein. Mais on ne vous a jamais entendu poser la question à M. Retailleau non plus. Ben non, mais on n'a aucune raison de le faire. Tiens, monsieur, moi, je trouve que je pense qu'il y a une incompréhension en fait dans le fonctionnement de ces majorités. J'entends un certain nombre de personnes dire ah ben je ne comprends pas, il faut faire comme l'Italie. Bon. Oui, mais il y a qu'un malheur, c'est que en Italie, tous les partis en fait présentent des candidats. Voilà. Tous les partis présentent des candidats et entre ceux qui sont élus, eh bien, ils se parlent pour savoir s'ils sont capables de constituer une plateforme gouvernementale. On est d'accord, c'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne.
Bon, c'est pas se partager les circonscriptions pour se faire élire avec les voix des autres, quoi. Vous voyez, c'est pas ça. Ou alors c'est un accord, pour le coup, qui est un accord électoral, où là on se partage les circonscriptions de la même manière que NFP, lors des dernières législatives, se sont partagées les circonscriptions entre le PS, les Verts, etc. Mais un accord de gouvernement, c'est entre les gens qui ont été élus et qui n'ont pas été élus dans le même mouvement. Donc oui, il faudra le faire si, encore une fois, le nombre de députés qui manquent pour atteindre la majorité absolue permet précisément de rendre efficace cette démarche. Donc je ne sais pas qui a pu entendre que nous avions à cet égard une divergence, à part Libé, avec Jordan. Nous pensons exactement, évidemment, la même chose sur ce sujet avec Jordan. Donc allez voir à l'issue de l'élection la direction de LR pour dire qu'il nous manque 40 voix pour atteindre la majorité absolue et conclure un accord de gouvernement. Ça ne vous semble pas impossible? Non, mais je crois que la réponse de M. Retailleau a fermé cette porte. Bon, mais enfin, est-ce que vous croyez sincèrement que les LR qui sont entrés dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, enfin dans les gouvernements d'Emmanuel Macron, vous croyez que la direction de LR était d'accord? Jusqu'à récemment, bof. Hein. Monsieur Retailleau, il a dit, voilà. La question lui a été posée, il a répondu c'est non. On lui a demandé jamais, il n'a pas voulu dire jamais, c'est-à-dire qu'il ne ferme pas totalement ses portes. Alléluia. Sur quelle base, quel programme, quelle mesure de fond vous pourriez éventuellement négocier avec les LR? On sait que ce qui pose principalement problème entre vous et les LR, c'est par exemple la réforme des retraites. Est-ce que, compte tenu de l'état des finances... Je vous arrête, elle est suspendue. Pas encore. Ça va venir. Ça vous convient? C'est quelque chose que... Ah, ça me convient très bien. Et vous voudriez l'abroger? Oui, parce que moi j'ai une réforme des retraites à faire voter, qui est différente de la réforme précédente de celle de Madame Borne. Mais oui, mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses quand même dans le domaine de l'insécurité, de l'immigration, etc., dans lequel on peut gagner un an pour l'alternance, en fait, en attendant les élections présidentielles. Parce que ça va bien vite, hein, pas croire. Hein. En mars, juste après les élections municipales, on est en élection présidentielle. Hein. Et donc législative. Si vous êtes à Matignon, potentiellement assez rapidement, vous abrogez la réforme des retraites avant la présidentielle? Si je suis à Matignon. Si le RN est à Matignon, si Jordan Bardella est à Matignon. Mais elle est suspendue. Ouais, enfin, elle sera suspendue, arrêtez. Elle sera suspendue, c'est la seule condition pour laquelle ils vont réussir à mettre des carottes avec des fraises et des poireaux avec des poires, si vous voulez. Il n'y a que ça. Donc elle sera suspendue. Donc voilà, le problème ne se pose plus. Et la réforme des retraites que nous souhaitons faire voter, je crois, puisque la réforme Borne sera suspendue, attendra les élections présidentielle, du coup. Pourquoi est-ce que vous continuez d'exclure l'hypothèse que vous soyez chef de gouvernement en situation de cohabitation? Parce que je fais ce que je veux, si vous voulez, que c'est moi qui décide, quoi, en fait. Espèce de... Vous êtes leader de la famille politique, vous savez qu'un prémisse en cohabitation est d'énormes pouvoirs. Non, mais d'abord... Alors d'abord, parce que Jordan Bardella est le président du RN. Je suis désolé, mais en règle générale, c'est le président du parti qui, dans le cas d'une cohabitation, va à Matignon, numéro 1, et numéro 2, parce que de manière très claire, et depuis déjà un certain nombre de temps, nous avons toujours dit, et lui et moi, que sauf ingérence du pouvoir judiciaire dans le déroulement des élections, j'avais vocation à être candidate à la présidentielle, et lui avait vocation à devenir Premier ministre. Deux dernières questions. Madame Le Pen, vous êtes pas venue à Cournon l'année dernière. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir cette année dans ce contexte politique? Et une autre question sur le Mercosur. Vous dites que Emmanuel Macron a trahi les agriculteurs, mais est-ce que vous en êtes convaincu ou vous ne pensez pas que c'est parce que le poids de la France à Bruxelles est complètement affaibli? Alors, pourquoi je n'étais pas à Cournon l'année dernière, je ne sais plus. Si je ne suis pas venu, c'est probablement que j'avais une problématique d'agenda et j'ai décidé de venir à Cournon avant que tous ces événements politiques interviennent. Bon, voilà.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, oui, mais si vous voulez, peut-être, très certainement, la France est affaiblie. Certainement. Elle est affaiblie déjà parce qu'elle ne défend jamais ses positions. Bon. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, faut m'expliquer comment un pouvoir politique d'un pays qui paye 10 milliards d'euros de contribution nette, 10 milliards d'euros de contribution nette, multipliés par 3 en l'espace de quelques années, 8 ans, je crois, n'est pas capable de se servir de ce levier pour aller défendre des éléments. Nonobstant l'humiliation, quand même, que Mme von der Leyen a infligée à la France. Parce que aller signer sans demander l'avis à personne, mais d'ailleurs, enfin, je veux dire, honnêtement, c'est le locataire qui se prend pour le propriétaire, quand même, hein, Mme von der Leyen. Hein. Elle s'attribue des compétences, elle se présente comme un chef d'État, elle exige d'être reçue, elle prend des décisions, elle s'engage sans même demander leur avis d'ailleurs, sans même demander son avis au Conseil. Non mais il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui doit quand même la ramener à sa place. Bon, ben, manifestement, ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, qui est assez d'accord avec cette dérive de Mme von der Leyen. Vous voulez des élections législatives, mais est-ce que le parti est prêt? Est-ce que vous n'avez plus de brebis galeuses, comme vous les appeliez? Bah, je pense qu'on en a moins que dans le milieu journalistique maintenant. Où il y a eu un certain ménage qui a été fait aussi, il faut dire, dans certaines rédactions. Vous savez, nous avons été totalement transparents sur les dernières élections législatives. On a dit, bon, bah, écoutez, c'était un crash test, enfin, en même temps, dans des délais qui étaient quand même extrêmement courts. Et malgré le fait que nous avions demandé cette dissolution, objectivement, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il la décide. C'est pour ça que quand on me dit maintenant, qu'est-ce que vous pensez que pense Emmanuel Macron, j'ai dit, non, mais je m'arrête tout de suite, là, parce que c'est pas... Je ne peux pas réfléchir à la place de quelqu'un qui n'est pas rationnel, en fait. Bon. Donc je ne sais pas ce qu'il est, ce qu'il y a à faire, mais voilà, on a tiré les leçons. On s'est mis en situation de pouvoir, sur le plan matériel d'ailleurs aussi, hein, être le plus performant possible. Je ne sais pas si on sera parfait, qu'il l'est. Mais en tout cas, la Commission nationale d'investiture, depuis 1 an maintenant, travaille à investir les meilleurs profils dans les circonscriptions. Et je pense que nous pourrons faire, s'il y a des élections, un excellent résultat. Il y a Philippe de Villiers qui sort un nouveau livre aujourd'hui, dont la pétition a connu un franc succès. Est-ce que vous pensez qu'il puisse imaginer un retour en politique et comment vous définiriez votre relation avec lui? Je ne crois pas qu'il le souhaite. En tout cas, il ne m'a pas exprimé le souhait de revenir en politique. Il m'a envoyé son livre. Je le remercie d'ailleurs publiquement. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire à titre individuel. Voilà, moi j'ai des bonnes relations avec Philippe de Villiers. On échange de temps en temps. Est-ce que sa candidature pourrait être un handicap pour vous? Pourrez-vous dénoter sa candidature électorale à une élection présidentielle? Ah oui, non, mais alors ça, vous jouez à ce petit jeu entre vous, si vous voulez, le truc des hypothèses, et si ma grand-mère avait des roulettes, ça ferait un bel autobus. Parce que moi, aller commenter des hypothèses de quelqu'un qui a jamais dit qu'il voulait être candidat à la présidentielle, mais que peut-être vous considérez que vous, il pourrait l'être, non. Ça, je fais pas ce jeu-là parce que c'est fatigant, en fait. Le Conseil d'État examine vos recours contre votre radiation des listes électorales depuis 14 heures. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes confiante? C'est pour le conseil départemental. Ouais. C'est pour le conseil départemental. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Vous savez, je l'avais dit, hein, j'avais dit je ferai tous les recours possibles. Hein. Bon, bah, je ferai tous les recours possibles, et y compris d'ailleurs s'il y a une dissolution. Parce qu'il ne vous a pas échappé que, ayant saisi d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme en urgence, en référé, bon, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais disons que c'est l'équivalent du référé, elle m'a dit, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas de préjudice réalisé. Bon, ça veut dire que si demain il y a une dissolution, que je dépose ma candidature et qu'on me la refuse, il y aura un préjudice réalisé. Bon. Et que, je le rappelle, le Conseil constitutionnel est le juge de la validité de la candidature. Donc à ceux qui
parfois des sottises dans les journaux ou sur les plateaux. Le recours qui serait fait sur la base du refus du préfet dont a émis ma candidature ne passe pas par la voie de la QPC. Voilà. Encore une autre procédure. Merci à tous. Merci.